Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus différente que d'habitude parce que j'avais besoin de ranger ma petite bibliothèque et je me suis dit tiens, vu que très souvent on me demande quel livre lire avant d'arriver à sa rentrée pour la licence en histoire de l'art ou quel livre je peux conseiller, etc. Je me suis dit bah peut-être qu'en décortiquant ma bibliothèque il y aurait des trucs intéressants. En soi, les livres que j'ai, c'est généralement soit parce que j'ai dû faire telle ou telle recherche sur tel sujet et je me suis dit tiens ce livre a l'air sympa, je vais finalement le prendre et en plus il va me servir pour un exposé. Soit on a aussi des livres scolaires, c'est-à-dire des profs qui nous ont dit ce livre faut l'acheter parce qu'on en aura besoin pour tel ou tel cours. Des anciens livres du lycée, des trucs des livres de divertissement, et puis des choses que j'ai pas encore lues, qui traînent ici depuis des mois, si ce n'est des années, et que je n'ai toujours pas lues. Donc je me suis dit ça serait bien aussi, de ranger ma bibliothèque, parce qu'il faut vraiment que je la range, parce qu'il y a des livres, voilà, faut que je décale un peu de place, etc. Et de deux, de retrouver un peu des livres où je m'étais dit à un moment donné que ça serait intéressant, et que j'ai totalement oublié leur existence, parce que là j'en vois quelques-uns où je m'étais dit que voilà, justement ça serait intéressant de les lire et que je n'ai toujours pas lu, et dont même parfois j'ai oublié le sujet, donc bref. Pareil, c'est pas une vidéo exempte de livres absolument à lire quand t'es en histoire de l'art ou quand tu veux t'intéresser à l'histoire de l'art. C'est une bibliothèque qui, sur ce point de vue-là, a énormément de lacunes. Il y a plein de livres que je n'ai pas parce que je les ai consultés en bibliothèque, etc. Il y a des livres que j'aimerais acheter, mais pour des questions d'argent et de place, ce n'est pas possible pour le moment, etc., etc. C'est juste vraiment histoire de, moi, me motiver à correctement ranger ma bibliothèque, et de deux, à te lâcher quelques petits livres et à renvoyer toutes les personnes qui m'avaient demandé justement des conseils livres, etc. Faire cette vidéo, comme ça c'est plus simple pour moi. Et du coup, on va pouvoir commencer. Déjà, je vais enlever toutes les petites fioritures et déco qu'il y a, et on se retrouve pour le premier étage après. Du coup, on va s'attaquer à ces deux étagères là, et pour la troisième on s'en occupe après, et les étagères du dessous c'est papeterie, archives, etc. donc c'est pas ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Du coup au niveau du tri, j'aime bien faire pour mes livres d'art par ordre chronologique, parce que comme ça quand je m'intéresse à une œuvre d'une époque, je sais directement dans quelle partie de la bibliothèque les livres qui peuvent aider s'y trouvent. Je classe pas par ordre alphabétique d'auteur, etc. parce que sinon ça mélange toutes les périodes, etc. Et c'est pas pratique pour moi, donc on va dire qu'on va avoir les livres art qui vont être par ordre chronologique, et ensuite on va avoir différents outils qui servent un peu dans différentes périodes, etc. ou des livres plus méthodologiques, des livres plus sur l'historiographie de l'histoire de l'art, donc l'histoire de l'art. Donc ça, les livres un peu généraux, les outils, etc., je les mets après. Ensuite, on va avoir ce qui va être de la sociologie. Et puis ensuite, mes livres de divertissement, etc. Et quelques livres de cuisine. Voilà pour ces étages-là. Et pour le troisième étage que tu verras plus tard, c'est les livres hors format en fait, qui sont vraiment trop grands pour aller sur les deux premières étagères, donc je les mets là. Après comme ils sont grands, etc., généralement ils ont des gros titres et que j'en ai pas 36 000, je sais directement où les trouver, donc ça c'est pas un souci. Et aussi dans la troisième étagère on a les revues d'art. Fut un temps j'ai été abonnée aux Beaux-Arts, mais voilà, j'ai arrêté parce que ça prend de la place, parce que j'aime bien les avoir en matériel et pas en numérique. Je trouve ça plus agréable à lire, etc. Et je sais pas, je préfère les lire dans mes mains que sur mon ordinateur. Bref, et on trouve aussi des œuvres de Caruchet, des bonnes affaires que j'ai pu faire. Comme il n'est pas connu, toi-même tu sais que du coup il est pas si cher que ça. Et là il me semble que c'est des archives, ouais, il doit y avoir des archives sur Omnia et Caruchet. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est deux sujets que j'ai dû faire pour mes mémoires à la fac. Bref,
Donc on va pouvoir commencer déjà par le premier étage. Du coup, on va vider progressivement. Donc le premier livre, c'est un petit manuel d'égyptologie que j'avais eu quand j'étais toute petite. Donc en fait c'est vraiment un livre plutôt jeunesse que j'ai gardé par sentiment. Ça va pas vraiment être ultra utile si tu étudies l'égyptologie. Je ne sais même pas s'il est encore édité parce que ça commence à dater. Mais voilà, c'est un petit livre mignon que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc je l'ai gardé parce que ça reste un beau livre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Ensuite on va avoir la catégorie art antique. J'ai pas 36 000 choses sur les périodes plus antiques. Donc on a du Winkelmann. Winkelmann c'est l'auteur de référence pour... Enfin c'est un des auteurs de référence pour tout ce qui va être art grec. Et du coup voilà, j'ai dû l'avoir pour un cours. J'ai pas spécialement aimé la lecture de Winkelmann. Ça peut être un peu pénible à lire. Après, il faut dire que depuis la licence, j'ai quand même plus de culture, franchement, on va pas se le cacher, j'ai plus de culture et plus de recul aussi sur ce qu'on essaye de te faire avaler en méthodologie de l'histoire de l'art. Et du coup, ça m'arrive parfois de me dire « Ah, mais en fait, ce texte-là qu'on nous a forcé à lire, qui a été hyper pénible en licence, finalement, il est intéressant et je comprends mieux. » En grandissant, en faisant de la recherche, etc., il y a des choses que tu perçois un peu mieux, donc faudrait peut-être que je le relise. Après, il y a des choses à prendre avec des pincettes avec Winkelmann, mais généralement, ce que je peux te dire, c'est que les auteurs en histoire de l'art, les auteurs plus anciens, comme auteurs actuels, faut toujours essayer de questionner leur raisonnement, etc., même si t'es d'accord avec eux parfois. Faut essayer un peu de voir les points positifs et les points négatifs de leur analyse. Bon, parfois, je sais, on a un peu la flemme, mais c'est quand même assez important. Et du coup, chez Winkelmann, voilà, il y a quelques petites choses à prendre avec des pincettes quand même, mais ça, c'était vraiment un livre de référence pour mes cours d'art grec. Donc voilà, c'est un petit livre, petit format, il y a pas 36 milliards de pages, mais je me souviens que ça avait été quand même long à lire, alors que tu vois la taille et l'épaisseur de ce petit livre. Ensuite, j'ai le petit manuel de l'école du Louvre sur l'histoire de l'art antique de Holzmann et Pasquier, qui sont aussi des auteurs de référence pour cette période. Ce que j'aime bien avec les petits manuels du Louvre généralement, c'est que c'est quand même très bien expliqué et que tu as des focus sur des œuvres. Donc quand tu es étudiant et qu'en partiel tu sais que tu vas avoir une analyse d'œuvres ou ce genre de choses et que il y a des œuvres, par exemple, voilà, j'ai mis des post-it, comme tu peux le voir, il y a des œuvres que tu as étudiées qui risquent de tomber à ton partiel. C'est cool d'avoir une explication récapitulative et de comprendre l'œuvre par un autre point de vue que celui de tes professeurs. Donc voilà, donc en vrai, ça c'est les petits manuels de l'école du Louvre, c'est vraiment des bons outils. Même si tu veux juste découvrir cette période, etc., je trouve que ça le fait quand même très bien. T'as plein de petites notes à côté pour t'expliquer des choses. Il me semble qu'à la fin, tu vois, t'as des trucs récapitulatifs de vocabulaire. D'ailleurs, en L1, ma prof d'art grec avait utilisé cette planche pour qu'on apprenne les différentes formes de vases, etc. Donc je trouve que c'est quand même pas mal et c'est des bons outils. Pareil, tu vois, t'as des définitions à la fin, etc. Et ça vraiment, si tu veux t'intéresser un peu à l'histoire de l'art, mais que tu sais pas trop vers quel livre te diriger, franchement ceux-là sont très bien, et même si t'es en histoire de l'art. Et pour tes révisions, c'est aussi très bien ça, ils sont vraiment bien faits. Suivant. Là, on va passer... Ah, attends. Nous avons évidemment l'Odyssée de Homère. J'ai quelques livres de littérature qui complètent en fait les périodes étudiées. Donc en fait ça je l'ai depuis, c'est une très vieille édition qui a dû aussi servir à mes parents, à mon frère, etc.
Donc j'ai dû le lire au collège ou au lycée, je ne sais plus. Mais du coup, ouais, je garde ces livres-là parce que ça permet de compléter certaines périodes, de comprendre certaines œuvres, etc. Donc voilà, on a l'Odyssée. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au Moyen-Âge. Pareil, j'ai très peu de choses et c'est surtout par rapport à la littérature, donc le roman de renard et les fabliaux du Moyen-Âge, qui sont sûrement des choses que j'ai dû lire au collège, franchement, mais je me suis dit que ça serait intéressant de les avoir dans ma bibliothèque, pareil pour étudier des œuvres du Moyen-Âge, etc. Ça permet de compléter quand les sources sont littéraires, ou pour mieux comprendre le contexte d'une époque, c'est quand même pas mal de garder ces livres-là. Donc, voilà. Ensuite, ça, je ne sais pas pourquoi ce livre est là, parce que c'est pas la bonne période. Pour la Renaissance, c'est pareil, j'ai que ce livre-là, mais ça se trouve, je vais faire des surprises et je vais découvrir que j'ai mal rangé certaines choses, parce que le livre qui suit, c'est du 19e. Bref, du coup, c'est Titien, question d'iconographie de Panofsky. Panofsky, auteur de référence pour ce qui va être de la Renaissance. Pareil, à prendre avec des pincettes parfois sur certaines choses. Et du coup, là, il va revenir en fait un peu plus sur la question de l'iconographie chez Titien. Donc, traduire les images, comprendre un peu la culture et ouais, la culture de Titien, etc. Mais aussi un peu la culture de son temps. Et du coup, ça va revenir sur divers thèmes comme le temps, l'amour, la beauté, le rapport à la tradition médiévale et au modèle antique, la confrontation avec le mythe et la poésie d'Ovide, etc., etc. Donc, c'était un livre que j'avais dû prendre pour mes cours de Renaissance italienne, qui... voilà, tout simplement. Et apparemment, j'avais mis un post-it pour réviser un partiel. Très bien. Mais du coup... c'est du Panofsky, ça peut être un peu abrupt parfois à lire, sachant que, je te dis ça, je suis pas une grande lectrice, donc c'est vrai que parfois, et comme je te le disais quand j'étais en licence et tout, parfois quand on me forçait à lire des historiens de l'art, etc., et qui en plus avaient une écriture un peu compliquée, ça t'encourage pas à développer ta réflexion dessus, t'es plus ennuyé et par le texte qu'autre chose. Donc ça reste un livre important, mais voilà, si tu démarres tout juste en histoire de l'art, ou que tu n'y connais rien en histoire de l'art, c'est peut-être pas une lecture que je vais te conseiller. Si tu commences à être un peu plus à l'aise, etc., avec la Renaissance, tout ça, tu peux le lire si Titien t'intéresse notamment, mais voilà, c'est pas le premier livre que je vais conseiller, quoi. Ensuite, il me semble qu'on a un petit peu de 18e, début 19e. On a un peu de 18e, donc on a un livre sur Hokusai, l'art japonais au XVIIIe siècle, d'Edmond de Goncourt. Donc c'est un livre du coup qui a été écrit au XIXe par l'un des frères Goncourt qui était passionné d'art japonais. Il me semble, j'avais dû le lire pour un exposé ou pour une étude sur Hokusai. Évidemment, étant donné que c'est un texte du 19e, il y a quand même des choses à réactualiser. Je regardais en fait s'ils avaient réactualisé des choses, notamment au niveau de l'orthographe, parce que au niveau des orthographes à l'époque, on n'avait pas encore une transcription romanisée, claire, nette et précise et réglée du japonais. Et par exemple, Hokusai, tu l'écrivais, au lieu de mettre un U, tu marquais OU ou ce genre de choses. Et puis, pareil pour les villes japonaises, t'avais pas forcément une bonne transcription ou des erreurs, etc. Donc, de ce que je vois, ça m'a l'air d'être revu, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, ça m'a l'air d'être revu avec les bonnes orthographes. Enfin bon, bref. Ça reste quand même une analyse importante d'Edmond Goncourt, surtout à une époque où t'as la vague du japonisme, donc c'est l'Europe, l'Europe qui va s'intéresser aux arts japonais, dont le Japon,
le territoire japonais vient de se réouvrir. Et du coup, on découvre en fait tout ce qu'il y a là-bas, les œuvres qu'il y avait là-bas, notamment les œuvres médiévales, ce genre de choses, ou justement les œuvres d'Okusai, un peu de poussière. Bref, et du coup, ça reste intéressant, et il était vraiment quand même passionné par ces arts-là, et il va en faire toute une analyse, pardon. Du coup voilà, c'est un texte important quand tu veux parler d'Okusai et important aussi pour quand tu traites du japonisme. Voilà. Ensuite, nous avons un livre, Le néoclassicisme de Hugonor. Donc j'avais dû acheter ce livre quand j'étais en L1 pour mes cours de 19e, mais en fait c'était des cours de 19e, mais ça parlait de 18e vers le 19e. Du coup, on avait vu des œuvres néoclassiques. Et du coup, je m'étais dit que pour réviser ce partiel, je pense que j'aurais pas pu le prendre de moi-même. Je pense que un de nos professeurs avait dû nous le conseiller pour réviser les partiels. Donc, c'est un livre qui est très bien pour les révisions, etc. et qui est très bien aussi si tu n'y connais rien sur cette période-là. Donc c'est un livre que je te conseille, que tu sois novice ou non en histoire de l'art. Ensuite on va passer à une grosse partie qui n'est autre que le 19e siècle. Là il y a vraiment beaucoup de choses du coup. Il est assez évident puisque c'est ma période de spécialisation. Donc forcément, il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer par l'intrus qui ne devait pas être ici. Donc c'est un catalogue d'exposition sur les éventails, mais qui se basait sur... Faut que je me souvienne, mais il me semble que ça se basait sur Mallarmé. Voilà. C'est l'éventail dans le monde de Stéphane Mallarmé, mais en fait ça va revenir aussi sur l'histoire de l'éventail. Et c'était un catalogue d'expo que j'avais découvert pendant un stage dans un musée où je devais travailler sur des éventails japonais, et où ma responsable m'avait passé ce livre, et je l'avais trouvé très bien. Et après, à mon tour, j'ai dû travailler sur des éventails chez Karushi. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'avais bien aimé le livre. En vrai, j'en ai besoin pour mon mémoire, donc pourquoi pas le prendre. En plus, j'aime bien quand les pages elles sont dorées comme ça. Bref, je suis vraiment une fragile du livre. Mais du coup, effectivement, comme c'est dans le musée Stéphane Mallarmé, ça va quand même parler de l'éventail chez Stéphane Mallarmé, notamment le fait que certains des éventails portent certains de ses textes, mais ça, comme je te dis, ça va revenir vraiment sur l'histoire de l'éventail et aller un peu plus loin que juste Stéphane Mallarmé, de parler du goût du japonisme, de l'hispanisme, juste de la connotation sociale que pouvait aussi avoir un éventail dans la seconde moitié du 19e, etc. Et c'était vraiment un livre passionnant sur un objet qu'on n'étudie pas forcément. De toute façon, les arts décoratifs à Paris, hein, tu les découvres, enfin moi à l'époque, parce que parfois les programmes changent, donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais à l'époque tu découvres les arts décoratifs dans un seul cours, qui n'arrive qu'en L3 et qui regorge art industriel, art décoratif et mode. Donc comment te dire qu'il y a énormément de choses pour un cours, pour un semestre en plus. Donc c'est cool de découvrir des objets qui sont aussi des objets d'art et qui ont aussi une importance esthétique, sociale, etc. Donc c'est un catalogue d'expo qui m'avait beaucoup plu. Donc je te le recommande si le sujet t'intéresse. Et en vrai, même si ça t'intéresse pas, ça peut ensuite te donner envie de t'intéresser à l'éventail. Donc voilà. Alors on va peut-être débarrasser ceux-là qui sont en lévitation. D'ailleurs, ouais, faudra que je les mette en bas, c'est des trop gros formats. Alors là on passe au 20e et là au 19e. Attends, celui-là je te le fais après, quand on sera au 20e. Donc, Art Nouveau, ornement Art Nouveau, franchement si tu connais rien en histoire de l'art, et même si t'es un étudiant en histoire de l'art,
Je te le conseille pas, sauf si tu travailles sur un artiste art nouveau quand tu devras faire un mémoire. Mais je te conseille pas de l'acheter. Parce que en fait c'est juste, enfin entre guillemets juste, un recueil de motifs art nouveau. Pour moi en fait ça me servait énormément pour Caroucher parce que déjà il est dedans, faudrait que je te retrouve la page mais il est dedans. Et ensuite parce que ça me permettait de le comparer à d'autres artistes art nouveau qui pouvaient avoir des similitudes avec lui dans le traitement des fleurs, dans le traitement des lignes, etc. Mais ça va pas t'apporter de renseignements sur l'art nouveau, sur l'ornement dans l'art nouveau, etc. Ça va pas être très instructif pour ce sujet-là. Donc vraiment, je te conseille d'aller voir d'autres choses si tu veux avoir plus d'informations sur ce sujet. Mais ça, c'est vraiment un recueil iconographique de ces artistes-là. Et puis ensuite, référencé à la fin de la page pour savoir à qui appartient tel ou tel ornement. J'essaye de te retrouver Caroucher, hein, mais je ne sais plus à quelle page il est. Après, si ça t'intéresse seulement d'un point de vue esthétique, c'est un beau livre. Enfin, c'est un beau livre. Les motifs qui sont répertoriés dedans sont très beaux. Donc, sur cette page-là, c'est du Caroucher. Mais comme je te dis, voilà, esthétiquement, c'est très beau. Bon, là, ça fait un peu fouillis avec toutes les fleurs et tout. Et la madame en bas qu'on voit à peine tellement c'est le fouillis en haut. Mais esthétiquement, c'est quand même très beau à voir. Mais comme je te dis, voilà, si t'as pas travaillé sur ce genre de sujet, si t'y connais rien en histoire de l'art, c'est pas forcément voilà, un livre à acheter, peut-être à consulter. Mais voilà, vraiment, ça va pas te donner des informations sur l'art nouveau et sur l'ornement dans ce style-là. Donc voilà, je te le conseille pas forcément. Donc, continuons sur le 19e siècle. Là, on va passer du côté de l'Allemagne avec Caspar David Friedrich et Carl Gustav Carus, qui sont deux artistes romantiques allemands. J'ai fait notamment une vidéo sur Carl Gustav Carus, si ça t'intéresse. Et Caspar David Friedrich, c'est probablement le peintre romantique allemand le plus connu. Donc voilà, tu dois sûrement connaître ce tableau-là. Donc voilà, et de la peinture de paysage dans l'Allemagne romantique. Donc en fait dans ce livre ça va être un recueil des 9 lettres sur le paysage, sur la peinture de paysage du naturphilosophe de Carl Gustav Carus, qui a théorisé en fait sa peinture et du coup la peinture de paysage romantique allemande. Et il va avoir quelques correspondances avec Caspar David Friedrich puisqu'ils étaient amis. Et du coup, je l'avais pris parce que c'était intéressant pour moi parce que je devais travailler sur un sujet là-dessus. Et même pour comprendre la peinture de paysage à cette époque en Allemagne, c'était aussi intéressant d'avoir toute cette théorisation. Donc si tu étudies cette période, ça peut être intéressant. Si t'as des cours sur ce sujet, ça peut être intéressant. Si tu t'y connais pas en histoire de l'art, ça peut être un peu compliqué à lire. Il faut quand même avoir quelques petites bases pour pouvoir le lire et comprendre certaines choses. Et ça peut t'ennuyer aussi si tu n'es pas du tout... si t'es pas du tout dans l'histoire de l'art ou que tu t'intéresses pas du tout à ce sujet. Ça peut être un peu compliqué. Mais pour quelqu'un qui étudie cette période et qui a des cours sur le sujet, ça peut être intéressant, notamment pour mieux comprendre les notions des... Oh là là, j'ai fait de l'allemand et je ne sais plus les prononcer. De l'Erlebnis et de Erlebenbildkunst. Erlebenbildkunst, ça peut être pratique. Je me souviens que quand j'avais fait un exposé là-dessus, j'avais mis... Je sais pas combien de temps à le prononcer, c'était un moment très drôle. Mais bon, bref, passons. Mais du coup, voilà, si t'es pas trop dans cette période et tout, c'est pas très intéressant. Si t'es dans cette période-là, c'est important parce que c'est de la théorisation sur ce que t'étudies. Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, ça va être un peu de littérature. Donc on a... Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs un peu plus de littérature. Si
j'y arrive. Hop. Mais ça c'est plutôt 20e ça. On laisse ça là. Donc l'œuvre de Zola qu'on a dû lire en L1 pour le cours d'expression française. Donc voilà, ça permet encore une fois, tu vois, d'avoir de la littérature de l'époque étudiée et surtout que bah ça parle aussi du milieu artistique de l'époque de Zola. Donc c'est quand même intéressant, ça fait référence à des contemporains de Zola, sans les citer, mais on sait qui est caché derrière qui. Donc c'est quand même un livre important pour cette époque. Donc voilà. Et ensuite on a Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, encore une fois pour les mêmes raisons. C'est un livre qui s'inscrit dans son époque et qui reste du coup important parfois pour mieux comprendre un contexte, pour voir le style d'une époque, comprendre une époque tout simplement. Et ensuite nous avons, ah bah si, il y avait encore un peu de littérature, Baudelaire, critique d'art. Donc en fait c'est les critiques, il me semble que c'est les critiques du salon de Baudelaire. Ouais. Donc en fait c'est les critiques que Baudelaire a fait pour les salons de peinture. Je t'avais déjà expliqué ce qu'étaient les salons de peinture, qui étaient en fait en vrai, je vais essayer de te retrouver l'extrait où je te parlais des salons, comme ça je me répète pas. Mais et comme ça si tu connais déjà tu peux sauter aussi. Mais du coup voilà, c'est ces critiques, et comme c'est Baudelaire, parfois ça peut être très critique, très critique. Très Baudelaire quoi. Alors, pour les personnes qui sont très littérature, etc., je pense que ça peut plaire. Pour les personnes comme moi qui aiment pas trop lire, ça m'a pas forcément transcendé, hein. Je crois que je l'ai pas lu en entier, je devais le lire pour un séminaire en master, mais ça m'a pas transcendé. Voilà, si je dois étudier un artiste qui a exposé dans un des salons que Baudelaire a critiqué, etc., ça deviendra plus intéressant pour moi, mais c'est vrai que c'est pas forcément un livre qui m'a plu, donc voilà. Et ça m'a pas trop donné envie de continuer à le lire. J'espère, enfin, il y a une probabilité de 0,5% de chance que le professeur voit cette vidéo, mais je suis désolée, mais je suis vraiment pas team littérature, j'ai beaucoup de mal à lire, autre que des livres de recherche ou de mon domaine, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Continuer sur le 19e, donc j'ai John Rewald, Histoire de l'impressionnisme. Donc comme tu vois c'est un gros livre écrit en tout petit, donc c'est un livre quand même important et intéressant pour si t'étudies du coup les impressionnistes, etc. Je pense pas que ce soit le premier que je te recommande à lire si tu ne connais pas le sujet, etc. Je te le recommanderais après que tu aies lu quelques livres peut-être, mais c'est vrai qu'il est quand même intéressant, important, et j'avais dû le lire, je crois, pour un cours en L3 sur les impressionnistes. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, c'est La France au 19e, qui est du coup plutôt un livre d'histoire qui me permettait pendant mes mémoires de me replacer dans mon temps et de comprendre la société au 19e siècle, comme le titre l'indique. Et voilà, ça m'a permis de garder un cadre historique quand je faisais mes analyses sur cette époque-là, ou quand voilà, j'ai dû faire mes mémoires. Donc c'est bien d'avoir des livres d'histoire tout court pour un peu recontextualiser le contexte de tes œuvres, etc. Recontextualiser tes œuvres tout court, il y a beaucoup trop de mots contexte là. Mais voilà, donc c'est toujours important d'avoir un peu de livre d'histoire avec toi. Et voilà. Ouf. Ensuite, là on va passer dans une autre partie du 19e. Donc déjà on a le métier d'illustrateur de Philippe Cainel, je sais pas si ça se prononce Cainel ou Canel,
ou quenelle, je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. Mais pour moi ça a été une bible pour mon premier mémoire. Donc si tu t'intéresses au sujet de l'illustration du 19e et que tu veux aussi en savoir plus sur les conditions des illustrateurs à cette époque-là, quand on est dans une époque où le métier d'illustrateur n'existe pas encore, n'est pas encore réglementé, n'est pas encore défini, et où c'est considéré en fait comme une sous-catégorie de peintre ou une sous-catégorie d'artiste, genre une activité annexe à un artiste qui est peintre, sculpteur, etc. C'était hyper intéressant, c'est un livre qui m'a énormément aidé pour mes mémoires et pour comprendre ces époques-là. Donc ça se base quand même sur 3 illustrateurs, donc Töpffer, Granville et Gustave Doré. Mais en prenant quand même ces 3 exemples-là, il y a d'autres schémas de carrière qui peuvent s'appliquer à eux, et tu peux aussi voir que par exemple si tu étudies un illustrateur, bah, il n'a pas forcément eu ce parcours-là, il en a peut-être eu un autre, il y a peut-être des choses à ajouter, etc. Mais en tout cas, c'est un très très bon livre sur le sujet. Évidemment, c'était un néophyte en histoire de l'art. Peut-être que faut lire des choses avant de s'attaquer à celui-là pour comprendre des choses qui sont pas forcément explicitées. C'est quand même un livre d'universitaire, de chercheur, donc c'est vrai que si on connaît pas trop le sujet à l'origine, ça peut être un peu compliqué sur certains points de comprendre. Donc voilà, mais vraiment ce livre, c'est ma bible, globalement. Ensuite, toujours pour mes mémoires, et j'ai des post-it qui se barrent, c'est L'Art Nouveau en Europe de Roger-Henri Guérand, avec une préface de Louis Aragon, rien que ça. Donc pour moi ça a été un livre important pour traiter de mon artiste Art Nouveau. C'est pour ça qu'il y a des post-it aux endroits qui m'intéressaient, surtout que ça revient aussi sur l'histoire de l'Art Nouveau, etc., de comment le mot est apparu, comment on a essayé de définir cette tendance. Donc voilà, c'était vraiment intéressant à lire, et surtout que du coup c'était pas que en France et ça allait ailleurs, ce qui permettait d'avoir une échelle plus européenne de la tendance dans laquelle s'inscrivait mon artiste. Et en plus de ça, comme même avant j'aimais bien l'Art Nouveau, etc., et que j'aime toujours l'Art Nouveau, ça m'a intéressée quoi, tout simplement d'avoir ce livre. Après, encore une fois, c'est un livre qui est quand même assez universitaire, donc peut-être lire des choses un petit peu plus simples avant de s'attaquer à celui-là. Mais évidemment, voilà, si ça t'intéresse l'Art Nouveau, etc., je te conseille ce livre. Et ensuite, pour le symbolisme, nous avons Rodolphe Rapetti qui a écrit ce livre-là sur le symbolisme, que je te conseille si tu t'intéresses aussi à cette tendance. Je te le conseille fortement. C'est un très bon livre sur le sujet, sur une tendance-mouvement, on va rester sur tendance, qui est pas forcément hyper simple à comprendre. Je me souviens qu'en L1, on voulait pas trop nous parler du symbolisme parce que c'était encore jugé trop compliqué pour notre niveau. C'est pour te dire. Sauf que moi j'aimais bien les œuvres symbolistes, du coup je suis un peu déçue. Mais bon, bref. Donc du coup je te le conseille, voilà, si le sujet t'intéresse. Encore une fois, c'est assez universitaire, donc si tu connais pas trop le sujet, voire pas du tout, pas la première lecture que je te recommande, mais que je te recommanderais si t'as lu quelques livres sur le sujet quand même. Mais ouais, c'est quand même un livre de référence là-dessus. On va rester avec le symbolisme et avec un livre que je pense que tu vas avoir du mal à trouver parce que je crois que j'ai dû le trouver sur eBay ou quelque chose comme ça, et comme tu vois il est pas en parfait état. C'est un catalogue d'exposition sur Gustave Moreau et ses élèves. Il y avait eu une exposition qui revenait sur tous les élèves de Gustave Moreau parce qu'il y en a un certain nombre qui ont fait de très belles carrières, comme Henri Matisse, Rouault, voilà, ce genre de personnages. Et si t'as suivi une péripétie avec Caruchet était l'un de ses élèves. Donc pour moi c'était un livre intéressant, surtout qui comportait une photo de classe. En fait, il comportait une photo de classe avec certains élèves
qui vont être très connus, etc. Et je me suis dit peut-être que je pourrais trouver la tête de Karrueche là-dedans, mais finalement c'était pas la bonne promotion. Et surtout nous avons ce peintre allemand qui est ici, non il est là, qui en fait a écrit dans son journal un passage sur son bizutage aux Beaux-Arts, puisque Moreau était professeur aux Beaux-Arts, et donc là c'est ses élèves aux Beaux-Arts dans son atelier. Donc ce peintre belge avait écrit un passage sur le bizutage aux Beaux-Arts où il était prêt à subir son bizutage tant qu'il restait dans l'atelier, etc. Et il a parlé de Karrueche qui lui avait décidé de partir parce qu'il voulait pas être traité de cette façon pour rester dans l'atelier. Et du coup, enfin voilà, c'était intéressant pour moi d'avoir ce livre-là. Je te conseille pas nécessairement de l'acheter si tu le trouves, parce que en fait tu vas retrouver quelques reproductions d'œuvres en noir et blanc. Tu vas retrouver la liste des œuvres qui étaient présentes pendant l'exposition, mais au niveau des explications, en fait, t'as pas beaucoup de choses, donc pour moi ça vaut pas le coup qu'il soit acheté si tu le trouves, encore une fois, parce que c'est une exposition qui date de 62, il me semble, 62. Donc voilà, ça commence à dater. Et au niveau du texte, on a que ça. Et après, on a la liste des élèves qui étaient dans son atelier. Donc Karrueche y est. Et du coup, voilà, je te conseille de lire ça si tu veux en savoir plus sur le côté Gustave Moreau, professeur, sur le côté l'école des beaux-arts à l'époque, etc. Et puis les élèves connus qu'il a eu, mais après, sinon je te conseille pas trop. Mais voilà. Ensuite, on va pouvoir passer au XXe siècle. Donc là, on a Walter Benjamin qui est un auteur important pour l'histoire de l'art, et là il avait écrit sur le surréalisme. Par contre, il va parler surtout du surréalisme en littérature, plus que du surréalisme en art pictural. Mais c'était important pour moi pour voir les liens entre littérature et art pictural, etc. C'est un petit livre qui reste simple à lire, mais c'est vrai que si le surréalisme c'est un concept totalement inconnu, encore une fois je te conseille pas forcément de lire ce livre-là, d'abord de lire un peu des livres qui t'expliquent un peu ce que c'est que le surréalisme, pour ensuite t'attaquer à des livres de référence qui analysent le mouvement, etc. Donc voilà. Et ensuite, on a le Dada et surréalisme au Japon, qui était un très bon livre que j'ai beaucoup aimé, puisque pour ce qui est de ces mouvements-là au Japon, c'est un des seuls livres en français qui existe. Il n'y a pas beaucoup de traductions qui ont été faites en français. Il y a quelques livres en anglais et évidemment beaucoup plus en japonais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un effort de traduction sur ces sujets-là. Ce qui est dommage parce que j'avais dû travailler pour un cours sur Haruo Koga, qui est du coup un peintre surréaliste japonais et qui en fait là-bas est hyper méga connu, il est hyper reconnu, etc. Et en France on ne le connaît pas forcément. Il me semble qu'en ce moment en plus il est au MoMA pour une exposition sur le surréalisme, et justement pour faire connaître des artistes surréalistes qui sont vraiment très connus dans leur pays d'origine et pas forcément connus dans d'autres pays. Et du coup j'avais travaillé sur lui parce que je m'intéresse au Japon et que je devais choisir un sujet d'exposé pour un cours en L3, et du coup je me suis dit tiens, combinons surréalisme et Japon, et du coup voilà, j'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs si ça t'intéresse. Je vais placer toutes mes vidéos d'analyse dans cette vidéo de toute façon. Mais du coup c'était un livre très intéressant puisque il y en a pas beaucoup en français, qui explique bien. Je pense que même si tu t'y connais pas trop, tu peux le lire. Et non, c'était vraiment très intéressant à lire. Ensuite, Béatrice Joyeux-Prunel est une autrice de référence. Et là, c'est les avant-gardes artistiques de 1918 à 1945. Il me semble qu'il y a une autre partie de cet ouvrage-là que j'ai peut-être pas. Bref, j'avais pris ce livre
pour un cours, pour mes révisions, etc. et pour comprendre certaines choses. C'est un énorme livre, écrit quand même pas trop petit encore, mais voilà, qui revient sur beaucoup de choses et qui est très intéressant et qui est vraiment une référence pour ces périodes-là que je te conseille amplement si tu es en train de les étudier. Et nous, c'était une professeure qui nous avait dit voilà, de se procurer ce livre parce qu'il était important pour cette période. Donc voilà, je te le recommande. Si tu t'y connais pas en cette période, je pense que tu peux quand même le tenter. Peut-être que ça peut te faire un peu peur quand même, mais je pense que tu peux quand même le tenter. Ensuite, on a du Frida Kahlo, qui est un petit peu abîmé, qui est un livre que j'ai eu il y a très longtemps, donc qui vient des éditions Larousse, avec son chef-d'œuvre de Frida Kahlo. Donc ça c'est vraiment un livre typique grand public que tu peux lire si tu ne connais pas Frida Kahlo et qui va quand même t'apprendre à la connaître. Et du coup voilà. Après voilà, je pense évidemment tu peux toujours aller un peu plus en profondeur en lisant d'autres choses, parce que là c'est vraiment pour t'expliquer les choses le plus simplement possible sans forcément rentrer en profondeur. Et puis après tu vas avoir un recueil de ses œuvres. Bon. Après voilà, je pense qu'il y a des artistes qui mériteraient d'être ajoutés. Il y a des relectures qui pourraient être faites sur certains artistes, etc. Mais comme c'est censé être des fiches assez succinctes, etc., je pense qu'ils n'ont pas trop non plus l'espace dans les fiches comme ça de développer certains points. Donc voilà, mais ça reste une bonne entrée en matière. Et ouais, il faut plutôt le voir comme un dictionnaire, on va dire, un peu. Ensuite, je vais prendre les deux avec moi. Ça, c'est deux livres importants pour ce qui va être de la question de l'iconographie. Moi, par exemple, je n'ai pas d'éducation religieuse. Donc, il y avait parfois certains saints, certaines histoires bibliques que je connaissais pas, tout simplement. Et c'est sûr que ce genre de livre m'a beaucoup aidée quand j'étudiais des œuvres du Moyen-Âge, de la Renaissance, des œuvres même plus contemporaines qui abordaient cette iconographie ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment de très bons outils quand tu t'intéresses à ces œuvres-là et que tu veux essayer un petit peu de comprendre qui est dans le tableau, c'est quoi cette scène qui est représentée, etc. Et pareil du coup pour le côté antiquité, côté mythologie. Enfin bon, j'avais plus de connaissances en mythologie que sur la Bible. Mais bon, du coup voilà, c'est pareil, ça va revenir, comme tu peux voir, il y a des post-it de partiels de l'époque. Donc ça va revenir sur, voilà, par exemple, tu as Diane là, tu vas avoir toute une explication sur Diane et une explication de son iconographie, de comment elle est représentée en art, etc. Donc c'est vraiment dédié au lien tel personnage dans l'art, donc je trouve ça très intéressant. Et même si t'es plus du grand public, ça peut être sympa d'avoir ces livres pour quand tu vas au musée, tu dis « Ah, je me souviens, j'avais vu que Bidule pouvait être représentée comme ça dans une œuvre, donc ça doit être elle dans cette œuvre. » Ou voilà, donc ça c'est vraiment des livres de référence si tu es en histoire de l'art. Ça aide vraiment pas mal quand tu te retrouves face à une œuvre que tu sais pas c'est quelle scène biblique qui est représentée ou quoi. Surtout que parfois on étudie aussi des textes religieux qui sont très anciens et qui sont pas forcément très connus, et du coup c'est toujours bien d'avoir ces outils là pour décrypter le tout. Donc je te les conseille vraiment ceux-là. Ensuite, ça va être pour tout ce qui va être 19e, 20e, c'est le dictionnaire de la critique d'art à Paris, qui est un dictionnaire, comme c'est dit, qui, moi, m'a beaucoup aidé parce que j'ai dû étudier pas mal de critiques quand j'ai fait mes mémoires, et du coup je cherchais juste leur nom. Pour comprendre un petit peu plus, par exemple, leur parti politique, leur milieu social, etc.
pour mieux analyser les critiques qu'ils pouvaient faire sur tel ou tel artiste, pour comprendre pourquoi ils aimaient cet artiste, pour comprendre pourquoi ils n'aimaient pas cet artiste, etc. Enfin, tout simplement pour comprendre un peu mieux ces personnages et comprendre du coup un peu mieux leurs critiques. Donc voilà, en vrai, si t'es pas en histoire de l'art, etc., c'est pas forcément très utile pour toi. Si tu travailles sur cette période, ça peut être bien, mais en vrai, je pense que tu peux amplement le consulter tranquillement à la bibliothèque. C'est juste que moi, je l'ai acheté pendant la période du Covid, quand les bibliothèques étaient fermées, et j'en avais vraiment besoin pour m'aider à décrypter tout ça. Et puis moi, c'est un livre qui continue à m'aider pour mes recherches personnelles, donc voilà. On va avoir la rubrique art japonais, donc... Ce livre-là, pour l'art japonais, ça permet de... C'est un livre grand public qui est très bien si tu veux t'intéresser à ce sujet mais que t'as peur de rien comprendre ou quoi que ce soit. Ça c'est très bien, ça fait des close-up sur des œuvres, que ça soit des kimonos, des estampes, de la céramique, etc. Donc c'est très simple à comprendre, très simple à lire, très ludique aussi parce qu'il y a pas mal d'images, tu vois, il y a des close-up comme ça. Enfin, il est vraiment très sympa. Une de mes œuvres préférées, bref. Donc non, il est vraiment très sympa, très joli en plus. Donc vraiment, si t'as peur de rien comprendre en art et que tu veux t'intéresser à l'art japonais, etc., c'est vraiment pas mal. Plus ardu, on a l'art japonais de Christine Shimizu, qui est l'ancienne directrice du musée Charnowski, musée d'art asiatique de la ville de Paris. Bref, donc un peu une référence pour ce qui va être de l'art japonais en France. Donc c'est un livre qui est quand même assez conséquent, assez universitaire et qui du coup va parler de tout l'art japonais, donc c'est assez lourd, il y a beaucoup de sujets. Ce qui est bien dans ce livre, c'est si tu comptes pas le lire en entier d'un coup parce que ça peut être vraiment lourd à lire d'un coup, c'est écrit quand même assez petit, etc. C'est de, par exemple, t'as envie de t'intéresser, je sais pas, à l'architecture de telle époque au Japon, tu peux piocher dans le livre et avoir les informations là-dessus, et des informations quand même poussées. Pareil, si tu veux, je sais pas, regarder l'époque Kamakura, regarder l'époque Edo, ce genre de choses. Enfin, l'ère Edo. C'est l'ère Edo plutôt, oui, qu'on dit. Voilà, si tu veux te renseigner un peu plus sur l'époque de Heian, bref, les diverses époques au Japon et les arts qui correspondent à cette époque, c'est quand même un livre de référence qui est très important, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai dû étudier l'art japonais. Donc je te le conseille si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu veux t'intéresser à l'art japonais, c'est un bon livre, même s'il peut faire peur. Moi je te conseille, voilà, s'il te fait un peu peur, etc., de piocher des sujets qui t'intéressent et de pas forcément le lire tout d'un coup parce que c'est vrai que il est lourd, mais c'est un très très bon livre. Donc voilà. Toujours pour le Japon, j'ai une version anglaise du Kojiki qui... comment t'expliquer ça ? C'est un livre qui est extrêmement important pour le Japon, qui doit être un des plus anciens livres du Japon, et qui explique la création du Japon du point de vue mythologique, de comment le Japon s'est créé, etc. Donc avec toutes les divinités du Shinto, divinités, monstres, démons, etc. Toute la notion de paradis, de création de cette terre, etc. Donc c'est un livre qui est très très important et forcément important à lire si tu étudies de l'art japonais parce que forcément tu vas retrouver des divinités représentées, des références à certains passages, etc. etc. Donc c'est important de l'avoir. Je te conseille pas forcément de le lire si tu ne t'intéresses pas à ces sujets parce que c'est un peu compliqué à lire. J'ai un bon niveau en anglais et c'est quand même traduire des textes anciens, donc avec un vocabulaire très poussé en anglais. Je te conseille la version anglaise parce que tout simplement, mon professeur de japonais à l'époque nous avait conseillé de prendre la version anglaise parce que selon lui, c'était mieux traduit que les versions françaises qui étaient vraiment pas terribles. Donc c'est mieux voilà, de l'avoir en anglais. Et ce qui est bien quand même, c'est que t'as pas mal de notes pour comprendre, mais c'est vrai que du coup, la lecture peut être un peu indigeste et les histoires peuvent être un peu spéciales. Et en plus, c'est dans un vocabulaire un peu compliqué, etc. Donc c'est vrai que ça peut être ardu à lire. Donc en vrai, tu vois, si tu dis une œuvre et que tu veux en savoir plus sur cette divinité, vaut mieux piocher dedans que de tout lire d'un coup, même si c'est
très intéressant, même si c'est un livre très intéressant. Au niveau du vocabulaire, c'est dur, donc voilà. Ensuite, ça va un peu plus parler pour ceux qui sont du grand public. C'est Yokai de Shigeru Mizuki qui est du coup un dictionnaire qui va répertorier divers yokai avec une illustration. Et en fait, ça va raconter une histoire par rapport à ce yokai, de c'est quoi un peu ses caractéristiques, de comment le reconnaître, et une petite légende. Et d'un point de vue iconographique, je sais que certains chercheurs utilisent ce livre pour repérer tel ou tel yokai, pour avoir telle ou telle légende sur tel monstre, etc. Donc voilà, et puis il est très sympa à lire. Mais vraiment, c'est un livre très facile d'accès, qui est très sympa à découvrir, donc je te le conseille. Ensuite, on va rentrer dans une partie, je sais pas pourquoi je l'ai foutu là, mais en gros c'est une partie un peu plus patrimoine. Bon, c'est un livre qui nous a traumatisés en L3, ok. En L3, on devait suivre un cours d'institution, c'était quoi? C'était, ouais, patrimoine, institution du patrimoine, quelque chose comme ça, institution et patrimoine. Par Dominique Poulot, qui est donc l'auteur de ce livre, et du coup on devait lire son livre pour un TD, enfin pour le TD qui accompagnait son CM, et ça a été une torture. Je vais pas te le cacher, ça a été une torture, c'est un livre qui est compliqué à lire, même quand tu connais le sujet, etc., c'est compliqué à lire. J'ai eu énormément de mal avec... Et même dans la promo, j'avais vraiment l'impression que c'était une torture, enfin... Je suis désolée, enfin pareil, il y a très peu de probabilité qu'il passe sur la chaîne, mais je suis vraiment désolée, mais l'écriture est vraiment indigeste. Ça part dans tous les sens, tu comprends pas forcément ce qu'il veut dire, ce qu'il essaye de montrer, et vraiment j'ai des séquelles de ce livre, genre, il m'a vraiment trauma. Pourtant c'est un livre qui est vraiment important, mais il m'a traumatisée, et je pense que malheureusement quand je vais devoir préparer le concours de la conservation, il y a fortement moyen que j'ai à le relire, et je redoute cet instant, vraiment. Bref, c'était une torture, mais peut-être qu'en grandissant et en étant un peu plus mature et en connaissant un peu encore mieux le milieu, ou je sais pas, peut-être que j'arriverai un jour à le lire. Mais voilà, c'était du grand public, je te le conseille absolument pas. Si t'es aguerri en histoire de l'art, je te le conseille pas. Vraiment, je suis vraiment désolée, mais si le sujet t'intéresse, tu peux aller tenter de le lire, etc. Mais vraiment, je te le conseille pas nécessairement, parce que c'est vraiment ennuyeux et dur, et je comprends pas pourquoi tu passes d'un truc à l'autre, enfin, très décousu à mon sens, et qui m'a vraiment traumatisée, et qui a probablement traumatisé ma promo, donc voilà. Ensuite, ici, c'est juste des anciens prospectus, carnets, etc. que je garde parce qu'on sait jamais. Donc là, c'était sur la saison du japonisme. Je sais même pas pourquoi j'ai ça, mais en fait, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être des sujets qui vont m'intéresser plus tard, dont j'aurai besoin, etc. On sait jamais. Ça, c'était le guide des 1000 expos de l'été en France et à l'étranger, édité par les Beaux-Arts. En vrai, ça faudrait... Non, en vrai, je le garde parce que je me dis, si un jour je travaille sur tel ou tel sujet, je peux me référer à ces guides-là et regarder un peu les expos qui ont été faites, et ensuite aller checker pour le catalogue d'expos, donc c'est pour ça que je les garde. Voilà. Et donc là, c'était... j'en ai deux, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amis du Louvre. Je suis pas amie du Louvre. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un prospectus que, à mon avis, j'ai voulu garder pour... me servir de décoration, voilà, pour avoir un peu de Léonard en déco, mais en vrai ça je vais le jeter, ça me sert à rien. Et ensuite l'agenda de l'IXA 2020, donc c'est l'histoire culturelle et sociale de l'art, c'est en gros les séminaires, conférences, etc. qu'il va avoir à l'INHA durant la saison 2020. Donc j'ai dû choper ça l'année dernière quand j'étais en master. Donc en vrai c'est bien. En vrai je vais les garder parce que ça me permet de voir les conférences qui ont pu être faites et tout, les colloques et tout, et d'essayer après de retrouver peut-être une trace papier si j'ai une recherche à faire sur un de ces sujets ou je sais pas.
Donc je le garde. En vrai, je garde beaucoup de choses, comme tu peux le constater. Mais du coup, enfin, tu vois, il peut y avoir des sujets intéressants à aller étudier après si j'ai pas pu aller à telle ou telle conférence. J'ai pas l'agenda de 2021. Il faudrait que je chope l'agenda de 2022, mais en vrai, tout est sur leur site. C'est des conférences qui sont ouvertes à tous, mais il faut juste le savoir. Donc voilà. Enfin, il me semble que c'est ouvert à tous. Hein. Donc voilà, si ça t'intéresse. Bon, on a fini le premier étage. Ah non, j'ai oublié, j'avais mis un livre de côté, 20e siècle, qui est donc le siècle de Bibendum, qui va revenir du coup sur l'illustrateur, il me semble que c'est Ogalo, oui c'est Ogalo pour Bibendum, qui va revenir en fait sur l'image de Bibendum, son illustration, la création, etc. Et comme je travaillais sur un... Tu vois, genre j'ai mes brouillons de mémoire ici, là. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, bon, bah j'ai des brouillons, voilà, qui vont revenir sur du coup l'histoire Michelin, sur sa communication, l'illustration, etc. Les illustrateurs qui vont travailler pour eux. Et du coup, moi je travaillais sur je travaillais en fait sur le créateur de Bibendum qui a illustré dans la revue que j'ai dû